Fyodorov est un penseur du XIXe siècle qui a très fortement influencé Dostoïevski, curieusement, Dostoïevski de la fin, et qui pensait que la science, au niveau d'évolution où elle était, pouvait obtenir la résurrection des morts en consacrant toutes ses forces à rassembler les particules dispersées dans l'univers pour ressusciter les pères. Et évidemment, il fallait pour ça une concentration et une force intellectuelle et spirituelle considérable. Donc il préconisait le renoncement à l'activité sexuelle qui pouvait détourner l'homme de ses recherches intenses, de façon à ressusciter les morts. Donc on renonçait à la procréation et on s'adonnait à la résurrection des morts. On renonçait à la procréation pour ne pas surpeupler la planète, mais les morts ressuscités pouvaient bien l'encombrer un tout petit peu. Donc il avait imaginé de les disperser dans le cosmos par des aventures planétaires. Donc très singulière image, très singulière pensée qui a influencé beaucoup de monde. Des gens aussi différents que Mayakovsky, par exemple, la femme de Lénine, Krupskaya, ou Dostoïevski ont été également bouleversés par cette conception du monde. Mais il faut dire que cette résurrection du monde, de la Russie défunte, de ce corps précieux, comme il dit lui-même, n'est que le volet d'un diptyque. L'autre aspect, c'est la justice rendue, c'est la vengeance, c'est la condamnation. Vous voyez, on est là très proche de la conception même qui est axiale dans l'Apocalypse. La résurrection des morts, des justes en particulier, s'accompagne de la damnation des pécheurs. Ceux qui se sont lavés dans le sang de l'agneau sont sauvés, les pécheurs sont jetés dans les temps de feu. Et c'est une conception évidemment théologique de l'histoire qui peut tout à fait surprendre si l'on se dit que le Nergine, Solzhenitsyn de 1949 n'était pas croyant dans la même mesure où il l'a été par la suite. En effet, dans le roman, la femme de Nergine, après une entrevue avec son mari, se dit est-ce qu'il se serait mis à croire en Dieu? C'est donc qu'elle-même a des doutes sur la foi religieuse de son mari, ou en tout cas c'est une surprise pour elle que son mari puisse être croyant. Et le point d'interrogation demeure pour elle. Ce qui est le plus vraisemblable, c'est qu'en 1949, les idées religieuses de Solzhenitsyn étaient encore relativement floues, mais au moment où il rédige le premier cercle, c'est-à-dire 6 ans après, il avait déjà adopté une conception religieuse de l'histoire, bien plus une vision théologique de l'histoire. Car si on y réfléchit, si on se souvient de ce qu'il nous dit sur la perte dans le noir cosmique d'un corps très précieux, on s'aperçoit que sa pensée tourne autour essentiellement d'une chute originelle et de la possible rédemption de cette chute. Sa pensée s'organise selon des axes qui sont rigoureusement théologiques. Il y a une chute et il y a possible rédemption. À tout le moins, il y a un acte quasiment magique de résurrection de ce qui a été si criminellement détruit et profané. Bien sûr, cette vision théologique suppose une démonologie, dans laquelle on retrouvera sans difficulté, bien entendu, le Lénine de Zurich et le Bogrov de la Roue Rouge, assassin de Stolypine, et une apologétique et une hagiographie dans laquelle on verra se bousculer tous les personnages positifs, selon Solzhenitsyn, de l'histoire russe, c'est-à-dire ces ingénieurs vertueux, travailleurs, ces savants honnêtes, ces fonctionnaires de Zemstvo capables, non corrompus, etc. C'est-à-dire tout ce monde qu'il estime avoir été capté de la virus par la révolution et ses suites. Il faut bien dire aussi que la résurrection qu'il imagine, et ce fameux corps très, très précieux, a ceci d'intéressant, que ce n'est pas une Russie idéalisée selon des schémas assez simplistes de sainteté absolue, de pureté, de vocation au martyr. C'est une Russie corporelle. S'il emploie le mot de corps, à mon sens, c'est extrêmement important, parce que ce qu'il regrette dans la Russie disparue, c'est la profusion des chances possibles, des caractères possibles, des types possibles, cette énorme richesse de l'anthropologie russe du début du XXe siècle,
qui a été laminé, ou bien encore dévoyé, ou encore mutilé, ou bien encore massacré. Donc je m'aperçois que le temps passe et que je vais devoir abréger ma communication. Je voudrais terminer tout simplement par cette figure de cercle qui est initiale, n'est-ce pas, qui figure dans le titre lui-même. Le premier cercle nous offre, en effet, entre autres choses, une sorte de clé symbolique pour découvrir l'œuvre, mais c'est le mot même de cercle qui doit nous servir à cela. Vous aurez remarqué que la notion d'enfermement, l'enfermement dans un cercle ou dans une sphère, sont caractéristiques de beaucoup d'œuvres de Solzhenitsyn. Le pavillon des cancéreux est encore un îlot fermé. La roue rouge qui a broyé la Russie effectue un mouvement circulaire. L'archipel du Goulag est un ensemble de petits cercles infernaux. Et c'est assez curieux, c'est que la conception même du monde de Solzhenitsyn est circulaire, dans la mesure où son regard est centripète, n'est-ce pas? Il se tourne toujours vers l'intérieur d'une histoire, vers l'intérieur de cet énorme monde qui était le monde russe et le monde soviétique, avec une relative indifférence pour tout ce qui se situe au-delà. Qu'il s'agisse de la vie américaine, qui l'intéressait peu, et même de la Russie telle qu'elle était devenue entre 1974 et 1994. Son regard est centripète, il est toujours au centre d'un monde circulaire. Il circule sur un chemin de ronde, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avec le sentiment d'un agresseur possible de l'extérieur et de la protection amoureuse de ce qui est à l'intérieur de cet univers. C'est comme ça qu'il a été un paradigme indifférent à une composante capitale dans l'histoire universelle, et qu'il n'a découvert que tardivement lors d'un voyage en France. Par exemple, le rapport, disons, génétique entre la Révolution française et la Révolution bolchevique. Il en a été conscient, mais il a constamment été happé par ce monde sphérique, ce monde circulaire, à l'intérieur duquel il opérait son exploration, et qui était en fait le monde de sa maîtrise à lui. C'est-à-dire que c'était un monde sur lequel il assurait sa domination. Car dans le premier cercle, si on y réfléchit, il y a le pôle de Staline et le pôle de Volodine, le petit diplomate imprudent, et l'un et l'autre, bien sûr que sans ordre spécial de Staline, par la force même du système, Volodine est broyé. Et on a là quelque chose de tout à fait analogique à ce qui se passe dans le Cavalier des Reins de Pouchkine, où Pierre le Grand, sans le vouloir, a créé une œuvre qui broie le pauvre Yevgeny, qui est écrasé. Mais le vrai maître du jeu, c'est l'écrivain. C'est Pouchkine qui, comme Solzhenitsyn, assigne à chacun sa place et, en quelque sorte, fait triompher la vérité poétique. Encore un mot sur le cercle. Le cercle, vous voyez, est d'une formidable ambiguïté. Il peut évoquer à la fois le siège d'une ville, le nœud coulant, et aussi une dilatation à l'infini, comme celle des cercles concentriques quand on jette un caillou dans l'eau. Bref, il peut être à la fois symbole d'évasion et symbole de strangulation. Et alors, ce qui m'avait frappé lorsque je travaillais avec Solzhenitsyn et que je recevais ses lettres, c'est sa très singulière signature. Je ne sais pas si vous pouvez l'approcher. Oui, sur le côté. Vous voyez. Alors, ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'on a le A majuscule, qui est ce prénom impérial d'Alexandre, et ensuite un ratatinement, un écrasement du nom de famille qui vient buter contre une espèce de grille et s'y écraser. Et alors là ça m'a semblé très troublant, parce que c'est une personnalité ample, celle de Solzhenitsyn. Comment interpréter ça? Je ne suis pas le moins du monde graphomane. Eh bien, je pense qu'il faut voir là deux aspects apparemment contradictoires, mais capitaux dans l'homme et dans l'œuvre de Solzhenitsyn, c'est-à-dire une ambition colossale qui consiste à rendre justice à une réalité souillée et profanée. Une ambition immense et en même temps une très singulière éthique fondée sur l'autolimitation. Il est très extraordinaire que cet homme, d'une puissance de travail inouïe et qui avait exploré un monde immense, ait plaidé pour l'autolimitation, la modération, l'ascèse. Et donc, dans cette signature, dans ce cas-là de curieusement écrasé,
je vois moins la marque d'une personnalité amoindrie que celle que représente sur celui qui s'y adonne la marque du silice, n'est-ce pas, la discipline quasiment monastique à laquelle cet homme s'est condamné lui-même pour accomplir son grand œuvre. Vous conviendrez avec moi que, du moins dans la forme, l'envolée lyrique était là aussi.